Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous allons faire le premier update lecture du mois de novembre. Donc nous sommes le 14, donc pour ces 14 premiers jours de novembre, j'ai lu 16 livres, beaucoup de graphiques, ça fait du bien, hein, ça fait du bien au moral. Donc on va commencer par des graphiques, hein. J'ai lu la trilogie Les sorcières de la fin du monde, donc ce sont des mangas que j'ai lus numériquement. C'était vraiment plutôt pas mal, on est sur... Alors, je sais pas si c'est vraiment une romance ou si c'est une amitié très très forte. C'est un petit peu ambigu entre deux jeunes filles. Une jeune fille qui va intégrer une école de sorcières, et puis une autre jeune fille qui est déjà dans l'école de sorcières et qui est assez supérieure aux autres pour des tonnes de différences. Donc elles ne sont pas supposées être ensemble. C'est un petit peu des enemies to lovers, pour vous donner l'idée. Mais c'était plutôt sympa. Donc les sorcières ont pour but dans cette histoire de se venger de tous les humains suite aux nombreuses chasses aux sorcières qu'il y a eu dans le passé. Et du coup pour ça, il va y avoir des pouvoirs qui vont être mis en jeu, qui vont être rechargés, des prophéties, etc. Donc c'était quand même une histoire de sorcières que j'ai bien aimée, ça se lisait plutôt facilement, bien que j'aurais préféré les avoir au format papier, hein, mais numériquement ça se lisait aussi plutôt bien. Voilà, une petite histoire très sympa, rien de bien folichon non plus, hein, c'était pas non plus hyper marquant comme intrigue, mais sur le moment, on passe un bon moment et je pense que ça suffit. Ensuite, j'ai lu pas mal de BD, et quand je dis pas mal de BD, c'est surtout toutes les suites qui sont parues là en fin d'année. Donc nous avons tout ça, je vais toutes vous les faire et puis après je ferai les romans. Et puis il y a d'autres BD que j'ai lus aussi, mais qui étaient des services de presse. Donc j'ai lu le 8e tome des Sœurs de Grémillet, donc toujours une superbe histoire. Et puis en plus celle-là est vraiment vraiment magnifique pour le thème de l'automne. On va avoir des couleurs et des graphismes vraiment magnifiques avec des petits personnages. Une petite histoire avec une légende d'automne. Voilà, avec des personnages très très mignons, mais c'était vraiment vraiment magnifique. Donc là, nous allons voir nos 3 jeunes filles avec leur maman qui vont rendre visite à un ancien ami de leur maman qui a perdu son père, et elles vont l'aider à faire du tri dans ses affaires. Et en fait, toute cette histoire va se passer dans une ancienne gare de train au plein milieu perdu de la forêt. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire pour l'imagination, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est le petit bémol, hein, la BD est vraiment magnifique, mais mon lapin est passé par là. Voilà, je l'avais mal rangé. Du coup, il s'est fait une joie de le bouffer. Mais bon, voilà, c'est les risques. C'est pas grave, c'est pas le devant. Mais voilà, une très très bonne suite comme d'habitude. Je sais pas si c'est le dernier ou pas. J'espère que ce n'est pas le dernier. Ils disent... Si, je crois que c'est le dernier. Mais oui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est vrai que j'avais lu ça sur Instagram. Oui, c'est le dernier. Donc, il n'y aura plus de Sœurs Grémillet. J'espère qu'il y aura d'autres séries dans ce type-là chez Dupuis, parce que c'est vraiment un bonbon de retrouver chaque année une nouvelle histoire à cette époque de l'année. Voilà. En tout cas, très très bonne BD. Pareil, une suite qui s'est fait super attendre. Les Pierres du Cauchemar. Le tome 1 et 2 datent d'il y a un moment maintenant, et je crois que celui-là, il sort 3 ans après le tome 2, 2 ou 3 ans après. Donc vraiment, il était super attendu. C'est une série qui sera en 5 tomes, parce qu'il y a 5 pierres du cauchemar. Et donc du coup, dans chaque tome, on va suivre ces 2 personnages-là, donc Doom et Sora, qui vont ouvrir une sorte de boîte de Pandore et vont se retrouver embrigadés dans une recherche de 5 pierres du cauchemar. Et à chaque fois, pour récupérer une pierre, ils doivent traverser des épreuves dans un monde totalement différent. Par exemple, le tome 2, c'était en pleine mer, au milieu des pirates. Et là, le tome 3, c'est avec des zombies. Et donc là, hypothétiquement, il reste 2 pierres. Il reste la rouge et la jaune. Voilà, là pour l'instant, on a eu je sais plus comment elle s'appelle. Le bleu, c'est le saphir. La verte, c'est l'émeraude. Le rouge, c'est le rubis. Et
la violette, je sais plus. Bref, voilà, toujours une très bonne BD. Faut pas s'attendre à des dialogues hyper poussés parce que c'est voulu être très très commun comme langage, très ado et tout, donc voilà, faut pas s'attendre à de grandes phrases hyper bien construites avec des bonnes descriptions et tout. Non, là c'est vraiment dans le feu de l'action et ça parle comme vous parleriez entre vous, entre collègues. Donc c'est vraiment très très simple. Il faut juste, voilà, être ouvert d'esprit et pas s'offusquer parfois de ce que disent les personnages. C'est pas vulgaire, c'est juste familier. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne idée. Les dessins sont plutôt pas mal. Ça fait assez jeu vidéo. Et en plus, c'est dans le thème parce que ce sont trois youtubeurs qui ont créé cette série de BD. Voilà, Doom, Sora et Dreamy. Dreamy qui est l'illustrateur d'ailleurs. Donc voilà pour cette BD. Autre suite que j'ai adoré, c'est le Grimoire d'Elphie. Le tome 7. Non. C'est le combien ? Je regarde. Ah, 6, pardon, c'est le tome 6. Donc là, c'est une nouvelle enquête pour, là aussi, nos 3 sœurs, bien qu'on suit plus particulièrement les 2 plus jeunes ici. Toujours aussi bon. Et là, j'ai d'autant plus aimé ma lecture parce que ça se passe vraiment en Corse, au cœur de la Corse, dans un petit village. Et donc, il y a énormément de patois, énormément de langage, énormément aussi de coutumes, de us et coutumes, de façons d'être qui sont peints ici, qui m'ont donné vraiment envie de découvrir la Corse. Et c'est chose qui va être faite bientôt, normalement en mai, nous partons en Corse avec ma belle-mère. Parce qu'elle est issue d'une famille corse aussi, et du coup ça m'a fait très très plaisir de rentrer dans un petit village de Corse au travers d'une BD. Mon mari n'a lu aucun des grimoires d'Elphie. Mais bon, comme à chaque fois, dans chaque grimoire d'Elphie, il y a quand même les bases qui sont posées et qui sont répétées. Je pense que je vais lui faire lire, parce que lui aussi, il est quand même assez proche des Corses. Et du coup, voilà, j'aimerais bien lui faire lire pour qu'il me dise un peu ce qu'il pense de tout ce qui est décrit ici au niveau de la Corse. C'est une grosse BD, hein, celle-ci quand même. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Je sais pas si les autres sont aussi grosses ou pas. Je crois pas. Hein. Enfin bon. Voilà, elle va rejoindre ma jolie collection. Et là, par contre, je sais pas du tout s'il va y en avoir d'autres ou pas, parce que en fait, chaque tome est une histoire complète. Donc je sais pas du tout, nous verrons bien l'année prochaine si nous avons une petite surprise. On tient ici une petite histoire de magie corse, donc on rentre aussi un peu dans les légendes et les légendes et les contes, voilà, corse. Donc voilà, très très bonne découverte en tout cas. Ensuite, on a continué le cycle 2 des géants, je dis on parce que mon mari l'a lu aussi, non, il va le lire. Donc les géants, donc là c'est le deuxième cycle qui va être en 8 tomes, celui-ci c'est le 5e. Donc il en reste encore 3 à paraître, donc nous avons déjà les couvertures ici. Donc toujours aussi bon, toujours le même principe que le premier cycle, un nouveau géant va être découvert à chaque tome avec de nouveaux personnages, et puis un nouveau grand méchant va faire son retour, et puis nous allons avoir à chaque fois un nouveau personnage et un nouveau héros. Donc ce tome-ci est toujours égal aux autres, bien qu'il soit quand même un petit peu plus badass. Le grand méchant est beaucoup plus badass que dans les autres. Mais voilà, j'ai vraiment super hâte de finir ce cycle et j'espère qu'il y aura d'autres cycles parce qu'au final, même si le schéma narratif est répétitif, on s'y prend quand même au jeu parce qu'à chaque fois, c'est des nouveaux géants, donc des nouvelles capacités, des nouveaux combats, etc. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup et d'autant plus que celui-là se passe au travers d'une petite fille qui vit dans je sais plus dans quel pays. C'est en Afrique... non loin de Jérusalem, à Kibbutz. Et en fait, c'est dans un petit village où les femmes sont quand même très mis de côté, elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent pas sortir toutes seules. La jeune fille de 11 ans ou 13 ans, je sais plus, va devoir être mariée à un homme de 60 balais. Donc mariage arrangé, vraiment, on parle beaucoup de la liberté de la femme. Et grâce à son géant, elle va peut-être réussir à se libérer du joug des hommes de sa famille. Et puis, on va découvrir après son combat et sa rencontre avec son géant. Donc vraiment, très très belle BD et très intéressante.
Ensuite, la dernière BD physique, c'est Le Chant des Grenouilles, le tome 4, donc le mystère de l'étang. Alors, je trouvais que c'est toujours un magnifique travail graphique, vraiment, c'est vraiment splendide. Hein, cette BD-là est vraiment exceptionnelle pour moi, je trouve. Bien que toutes les autres BD me plaisent aussi, mais je trouve que cette BD avec les animaux là, c'est waouh, ça en met vraiment plein les yeux, quoi. Magnifique. Mais malgré tout ça, j'ai trouvé que c'était le tome le moins intéressant au niveau de l'intrigue. L'enquête était un peu moins intéressante que les autres. Là, on va essayer de comprendre si notre personnage a mangé ou non un autre personnage. Donc c'est beaucoup plus court, un peu moins intéressant. Mais bon, voilà, niveau graphiquement, c'est toujours bon à voir. C'est toujours un tel souffle au cœur, une telle pommade à mettre sur nos cœurs un petit peu froids en ces temps-ci. Donc vraiment l'illustration prend vraiment le pas sur l'histoire, parce que là pour le coup cette histoire est un peu moins intéressante que les autres. Où les autres, il y avait le concours des gâteaux, donc ils devaient choisir des ingrédients, et puis après il y avait la suite où ils devaient chercher qui a essayé de faire en sorte qu'ils perdent le concours de gâteaux. Il y a vraiment des trucs un petit peu plus pointilleux, où là c'était beaucoup trop facile. Et du coup, voilà, c'est un petit peu dommage que cette histoire ait pris cette route-là. Parce que voilà, c'était un peu trop facile, et du coup je me suis dit, faire un tome juste pour ça, c'est dommage. Mais voilà, comme je dis, heureusement qu'ils en ont fait une belle œuvre d'art. Ensuite, en autre BD que j'ai lu numériquement, j'ai lu Cro-Blanc, juste ici, de chez Jungle, que j'ai eu du coup en service de presse. J'ai adoré cette BD, vraiment j'ai adoré cette BD, parce que du coup, c'est vrai que les Jack London, à part L'œil du loup, non, L'œil du loup, qu'est-ce que j'ai, c'est Daniel Pennac. Jack London, j'en ai jamais lu, et du coup, j'ai connu L'Appel de la forêt, l'œuvre littéraire, par la BD aussi qui a été fait chez Jungle. Donc j'adore, il faut qu'il continue comme ça, Jungle, à adapter des œuvres classiques de la littérature jeunesse en BD. Là je viens de voir que j'ai une autre BD Cro-Blanc aussi, donc c'est pas la première fois que je lis Cro-Blanc. Mais ça faisait longtemps que je l'ai lu celle-là. Mais du coup celle-là m'a beaucoup plu au niveau de l'illustration, plus que celle que j'ai ici. Je vais vous montrer celle que j'ai, parce que je la pointe du doigt, mais vous ne voyez pas. Voilà, moi c'est celle-ci que j'avais, et je l'avais achetée quand j'étais allée faire le tour du parc des loups du Gévaudan. Et là, pour le coup, niveau graphique, c'était beaucoup plus sombre, un peu plus adulte, et j'avais pas tant aimé que ça, alors que là, chez Jungle, si je peux vous mettre des planches, je vous mettrai des planches. Elle est vraiment très colorée, très pastel, un peu plus joyeuse, bien que l'histoire ne soit pas non plus hyper joyeuse. Mais voilà, un peu plus douce pour lire cette histoire. Et du coup, voilà, j'aime vraiment énormément que Jungle fasse ça. De toute façon, j'aime tout ce que fait Jungle quasiment. Mais voilà, très très bon point. Et c'est vrai que ça serait bien en fait qu'on puisse, à chaque fois qu'une œuvre littéraire est considérée comme classique, peu importe le registre, puisse être adapté dans des formats un petit peu plus universels, donc BD, parce que, par exemple, j'en parlais avec une collègue, Harry Potter, je comprends toujours pas pourquoi ça n'a pas été adapté en BD. Alors que c'est quand même un classique de la littérature jeunesse maintenant. Depuis le temps, elle est rentrée, c'est vraiment un classique de la fantasy, du fantastique jeunesse, et je trouve ça fou que c'est toujours pas été adapté en BD, avec tout ce qu'ils font autour, avec tous les produits dérivés, avec toutes les rééditions. Chaque année, ils font des rééditions des romans. Il n'y a jamais eu de BD. Je trouve ça vraiment très très dommage, parce que du coup, moi, je suis vraiment confrontée à des enfants de 7-8 ans qui ont vu tous les films et qui veulent commencer Harry Potter, mais qui n'ont pas encore les clés en main pour se lire les gros romans. Et du coup, je me dis ça, si ces enfants avaient des BD, ça serait encore mieux, quoi. Et il pourrait, l'accès serait d'autant plus facilité pour ça. Même pour mon mari qui est dyslexique aussi, qui lit quand même des petits romans, mais ce sont des petits romans, hein, Ultimage, Journal de Gertie, mais il serait pas capable de lire les Harry Potter. Et je me dis, mais rien que pour lui, ça serait vraiment top qu'il ait une édition BD, quoi. Il pourrait se lancer là-dedans. Je veux dire, on est bien en train de faire
On est bien en train de faire l'apprenti épouvanteur en BD, on est en train de faire l'agence Panerguest en BD, on est en train de faire plein de séries en BD, et puis je me dis, Harry Potter, il n'y a toujours pas. Star Wars est en BD, il y a plein. Pourquoi pas Harry Potter? Là, c'est la question que je pose à 100 000 $. En tout cas, voilà, c'était une très très bonne découverte. Ensuite, j'ai lu 2 autres titres en numérique dont je vais vous parler de suite. J'ai lu du coup Au secours, on a ensorcelé Noël de la collection Moustique chez Fleurus que j'ai reçu en service de presse aussi numérique. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais qui m'a paru un peu plus loufoque que véritablement porteur d'une leçon ou d'une morale que les autres titres que j'ai lus chez eux, comme Noah et les créatures fantastiques, Chat et sorcière. Il y en a d'autres. Mince. Noah et les créatures fantastiques, Chat et sorcière, et je sais plus. Pourtant j'en ai plein. Maiko et la forêt enchantée. Et donc voilà, là c'est le 4e titre que je lis de chez eux. Et bon, après, ça va dans la période de Noël, ça va dans la farce, dans la rigolade, c'est fun, etc. Mais c'est vrai que moi, particulièrement, je n'ai pas été autant touchée et happée que par rapport aux autres séries. Là, on va suivre, voilà, un magasin de jouets de Noël. Et le propriétaire va se retrouver seul au moment de Noël, et du coup, il va embaucher un jeune, voilà, on ne sait pas trop d'où il arrive, mais on va se rendre compte que c'est un petit lutin farceur, et du coup, il va faire pas mal de choses pour essayer de faire un gros flop à Noël. Et donc, c'est vrai que ma concentration s'est un petit peu perdue parce que j'étais pas trop touchée par ces pointes d'humour, mais voilà, c'est juste, ça engage que moi, mais je suis sûre que les enfants aimeraient vraiment beaucoup en cette période de Noël. Ensuite, autre service de presse que j'ai eu sur NetGalley, du coup aussi, en numérique. Il s'agit des couronnes élémentaires de Eden James, auteur. Le premier tome qui est La princesse de feu. Donc en fait, je me suis fait avoir parce que du coup, j'ai demandé ce service de presse en me disant « Waouh, trop génial et tout !» Mais j'avais pas forcément lu le résumé. Enfin, je l'avais lu vraiment en diagonale, quoi. Et donc, je commence cette lecture. Et vraiment, j'arrive à 50 pages, je me dis, putain, mais j'ai déjà lu cette histoire. J'ai déjà lu, je connais déjà, je sais ce qui va se passer, j'ai déjà lu cette histoire. Mais je ne connaissais pas la fin. Du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Donc, je demande aux éditions Bookmark, je demande à l'autrice, et je me dis, mais est-ce que ça serait pas une réédition de Royauté élémentaire de Sina Elixir? Et en fait, oui. C'est une réédition, en fait. Donc voilà. Donc en fait, j'avais déjà bien lu ce livre-là, je connaissais déjà cette histoire. En fait, le problème, c'est que j'avais déjà lu, du coup, je vous l'avais présenté en book haul au mois d'août, mais vous l'avez jamais vu en note de lecture parce que je ne l'ai pas fini. Parce que, donc j'ai commencé au Royauté élémentaire, j'en étais pas à la moitié, mais je devais être à un quart. Mais en fait, j'ai arrêté ma lecture, même si elle me plaisait, parce que le tome 2 et 3 étaient indisponibles de partout. Même l'autrice ne les vendait plus. Là, en occasion n'existait plus, les librairies, ça n'existait plus non plus. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir un coup de cœur énorme pour un bouquin dont je sais que je n'aurai pas la suite. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté ce livre alors qu'il me plaisait. Et parce que je savais, c'était sûr et certain que je ne pouvais pas avoir la suite. Et du coup, là, je suis très contente, du coup, d'avoir demandé ce service de presse, parce que là, je sais que j'aurai la suite, parce que l'autrice se fait éditer maintenant par Bookmark, alors qu'avant, elle était en auto-édition. Donc maintenant, je sais que le tome 2 et 3, je les aurai, que je les achète ou en service de presse numérique, peu importe, j'aurai la suite. Donc voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé cette histoire qui m'a beaucoup plu, même si l'histoire d'amour était quand même un petit peu chiante à la fin, parce que ça avançait pas, c'était cucu-pampan. Mais je pense que là, le tome 2, ça va enfin décoller. On va enfin passer un cap qui traîne un peu au premier tome, mais j'ai quand même beaucoup aimé, moi. Tout ce qui est magie élémentaire, tout ce qui est roman de magie élémentaire, j'adore. C'est vraiment un truc qui me passionne, j'adore les éléments. Et donc du coup, voilà, je suis très très contente d'avoir eu ce service de presse, parce que du coup, ça m'a donné l'occasion de finir un livre qui, je savais, me plairait, mais pour qui j'avais peur de ne pas voir la suite. Maintenant, je sais que je vais la voir, donc je suis vraiment super contente.
Donc voilà pour les livres numériques. Maintenant, nous allons passer aux 5 autres livres physiques qui me restent à vous présenter. Donc, nous allons commencer par Embraser le jour, qui est la suite et la fin de Affronter la nuit de Marie Replin chez Pocket Jeunesse. Je l'ai reçu donc en service de presse. Je les remercie grandement pour cette année parce que j'ai eu énormément de chance d'être partenaire avec eux. Et du coup, Embraser le jour est le dernier livre que je recevrai de leur part. Enfin, que j'ai reçu de leur part. Donc cette duologie, comme j'avais dit dans le premier tome que j'ai lu en février, c'était une duologie qui me faisait un petit peu peur parce qu'elle était énormément hypée sur les réseaux. Et puis j'avais soulevé aussi dans le premier tome que ça me faisait beaucoup Divergente. Et alors, histoire d'amour avec Triss et 4, chose qui s'est encore vue ici dans ce deuxième tome, mais bon, ça m'a pas super dérangé, hein. Mais ça s'est encore bien vu, ça s'est confirmé, on va dire, cette pensée que j'ai eue. Mais ce tome-là m'a quand même beaucoup plu, on va en savoir beaucoup plus sur les dragons, bien que quand même, il y a eu un gros moment dans le bouquin. On va dire, je crois, entre la page 450 et 300, il y a bien entre 100 et 150 pages où ça traîne, où vraiment le rythme s'est arrêté d'un coup pour devenir tout plat, pour ensuite venir à la scène de bataille finale et sur après l'épilogue, quoi. Parce que vraiment, j'ai bouffé les 370 premières pages. Je les ai dévorées, j'arrivais plus à décoller. Et puis après, arrivé au bout des 400e pages, où il m'en restait du coup 150, c'est là que le rythme est complètement baissé, où il ne se passait pas grand-chose. C'était plus de la parlotte, c'était plus de la découverte de paysages, c'était plus des pensées de nos personnages. Et du coup, je déteste quand on fait ça, quand on nous met vraiment plein de choses dès le début et qu'après, ça redescend calme. Et on est obligé d'attendre jusqu'à la bataille finale, quoi. Et du coup, j'aime pas du tout quand ça fait ça, parce que du coup, ça me perd complètement. Moi, c'est vraiment comme si vous êtes à fond dans un film et que d'un coup, bam, panne d'électricité. Merde. Et voilà. Et du coup, bah, vous êtes ballot. C'est le même sentiment que j'ai quand on fait ce genre de problème de rythme. C'est exactement le même problème de rythme qu'il y a eu dans Sam Foll, où on vous en met plein les yeux et puis d'un coup... Voilà, on arrête le rythme, ils voyagent, il se passe pas grand-chose, eux-mêmes s'ennuient, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où ils sont, ils savent pas quoi penser, alors du coup ils parlotent, alors c'est vrai, ils apprennent à se connaître un petit peu plus et tout, mais bon, pourquoi faire ça sur des mois et des mois? Parce que du coup dans l'histoire, ça se passe sur plusieurs mois. J'ai envie de dire, les 10 premiers jours de leur voyage, on les sent bien passer. Bien. Justement, c'est ces pages-là que j'ai pas aimées. Et après, on a un peu plus des ellipses où on parle de quelques semaines plus tard, quelques mois, machin. Donc d'accord. Mais même là, cette période-là, il se passe pas énormément de choses. Et le souci, c'est que parmi ces moments-là où il se passe pas grand-chose, des fois, il y a des petits moments qui vont popper, des moments importants qui vont concerner les dragons, qui sont importants à savoir. Mais du coup, les mettre au milieu d'un passage où il ne se passe rien, qui est assez ennuyeux, c'est risqué. C'est risqué parce que du coup, moi, j'ai lu en diagonale. Je lisais quasi que les dialogues pour savoir qui dit quoi, est-ce que c'est important ou non. Et puis après ce rythme-là, enfin, la grande bataille finale s'annonce. Et même là encore, on prend du temps avec les stratégies militaires, les stratégies politiques, et ça prend du temps. Parce que nous, forcément, on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, moi, en tout cas, j'y comprends pas grand-chose. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de savoir qui va être qui va faire quoi pendant que l'autre. Non, moi, je veux que ça se passe. Je veux être dans l'action. Je veux pas qu'on m'explique comment ça va se passer. Et du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué cette fin. J'ai dit, bon, allez, je veux y être là. Allez-y, quoi. Bon, au final, je l'ai eu un peu tard, mais je l'ai eu et je suis quand même bien contente de cette fin. Bien que je suis un petit peu pas contente pour une autre chose aussi. C'est que ces deux personnages-là, c'est une romance totalement saine, vraiment au top du top, une histoire d'amour de tous les jours, hormis le contexte fantastique évidemment. Mais c'est vraiment une relation saine, et il y a une tension de dingue entre les deux, et on n'aboutit pas à la chose, on n'a pas la fameuse scène où vraiment, même si c'est pas détaillé, même si c'est pas explicite, mais juste une scène finale qu'il mérite d'avoir les deux, quoi. Parce que il y a plein de romantésies, on a du smut pour rien,
on a dû se mettre très rapidement, très facilement, ou ça n'a ni queue ni tête dans une relation toxique. Là, on a une relation saine, une relation construite, une tension vraiment super intéressante entre les deux. Et ils arrivent à faire face à de nombreuses épreuves. Pourquoi on n'a pas le point final sur ça? Enfin, ils ont le temps de pouvoir accomplir le dernier acte d'amour après une telle cour, j'ai envie de dire. Pourquoi on n'a pas? Je dis mince, on a tout ce qu'il faut, tout est sain, tout est bon. Pourquoi on n'a pas cette scène finale? Mais nous, acteurs et observateurs de leur tension, on a envie de savoir, on a envie que ça se passe pour eux, quoi. Et du coup, bah non, ça s'est pas passé. C'est exactement la même chose. Le sentiment là dont je viens de vous parler, c'est exactement le même que j'ai eu pour Twin Crowns. Toute la trilogie, les deux sœurs ont vraiment des amours au début compliqués. Enfin, il y a vraiment tout un cheminement pendant 3 livres. Et on n'a pas la scène finale. Elles ont toutes réussi. Il y a tout qui va bien, machin. Et non, on n'a pas le fin mot de l'histoire, donc c'est très dommage. Mais bon. Voilà, à part ces 2 points assez négatifs, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé le lien entre les dragons et entre les humains, voilà, c'est quand même très très intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Valandre Academy de Meredith June en auto-édition, donc du coup, L'éveil de la voix, donc le premier tome, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'à la rentrée. Donc ce deuxième tome est quand même bien intéressant, bien que l'histoire entre les deux, là, Asa et Soren, m'a un petit peu gonflé parce que c'est se prendre la tête pour pas grand-chose, en fait. C'est parlez-vous, quoi. Parlez-vous une bonne fois pour toutes et arrêtez de... Voilà. Et alors, je comprends qu'on puisse faire ce genre de choses en début de relation. Hein. Dans Embraser le jour, c'était un peu ça aussi. Mais là, du coup, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Ça fait déjà un tome qui se côtoie. Ce deuxième tome, il y a... c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire d'amour, elle m'a un petit peu crispée, mais j'ai quand même bien aimé cette histoire parce qu'on en apprend beaucoup plus sur le passé de Asa, sur le pouvoir en général, et je pense que le tome 3 sera explosif, mais c'est vrai que ce n'est pas le tome 2 que j'attendais, que j'avais en tête, quoi. Mais c'est quand même un bon tome 2, même si voilà, l'histoire d'amour ne m'a pas super convaincue. Et si j'aurais aimé qu'il passe à autre chose et que il y ait un petit peu moins de secret, un petit peu moins de suspense inutile. Parce que de l'action, en vrai, on a beaucoup de révélations. Mais ces révélations-là, elles tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que Asa va quasi tout comprendre de ses parents d'un coup, sans savoir pourquoi ça a été révélé à ce moment-là, pourquoi c'est lui qui a révélé ça. Bon, après, les choses se mettent un petit peu plus en ordre, mais le moment où c'est arrivé, je me suis dit, bah, pourquoi? Et pourquoi maintenant, quoi? Donc, bon. Voilà, mais c'était quand même un bon tome 2, il y avait juste quelques trucs, voilà, qui m'ont un petit peu chagriné. Mais j'attends toujours avec impatience le fin mot de cette histoire. Il faudra attendre du coup 2026, il faudra être patient. Mais voilà, c'est quand même une trilogie que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je vous conseille quand même de lire cette histoire, même si moi tout ce que je vous dis ne vous dérange pas, vous vous éclaterez parce qu'il y a énormément de choses sur le pouvoir de la voix, les pouvoirs élémentaires, plein de choses, des maudits, des expérimentations magiques, des secrets de famille, des pouvoirs, des puissances magiques, voilà, plein de choses. Ensuite, j'ai lu Les Disparus de Saint-Joseph, un roman que j'ai adoré, et pourtant qui s'est fait démonter sur Babelio, chose pour laquelle je me suis insurgée en story sur Instagram, parce que je trouvais ça vraiment nul de faire ça. C'est un roman qui est très simple, qui est écrit simplement, et qu'est-ce que c'est bon, on n'a pas besoin d'écrire du pompeux, on n'a pas besoin de faire des phrases de 10 000 lieues, on n'a pas besoin de mettre des mots hyper compliqués dans un roman, on n'a pas besoin de faire des descriptions dithyrambiques pour faire un bon roman. Je veux dire, vous imaginez être comme ça dans la vie de tous les jours? Non, je veux dire, quand vous parlez entre vous, vous n'avez pas un langage soutenu, vous parlez normalement, et vous comprenez très bien, et vous passez un très bon moment. Donc voilà, des fois, il y a des critiques sur ce livre qui ont été un peu trop
incisif et injuste sur la pauvreté de l'écriture. Enfin, je trouve ça nul. La pauvreté de l'écriture, ma foi. Il a écrit, il a été publié en plus par Michel Lafon. Si c'était aussi pauvre que ça, je ne pense pas qu'il aurait été édité. Et puis, malgré tout, dire quelque chose est pauvre, de manière générale, en plus, c'est même pas j'ai trouvé que. Non, c'est juste ce livre est écrit pauvrement, ce livre est machin. Oh là là, détendez-vous. C'est écrit simplement parce que ils vont pas par quatre chemins en fait. Ce sont deux youtubeurs du paranormal qui vont faire une enquête sur les disparus de Saint-Joseph. Et du coup, on va avoir une timeline, c'est-à-dire que les chapitres vont être des jours et des heures, donc on va avancer dans le temps avec eux, parce que ce sont les deux youtubeurs qui, après coup, vont nous raconter ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un témoignage. Et à partir de ce moment-là, quand c'était un témoignage, pourquoi on aurait besoin que ce soit soutenu? Pourquoi on en aurait besoin que ce soit dithyrambique, que ce soit pompeux? Bref, voilà. Enfin, même dans la vie, même dans tous les autres bouquins, moi je supporte pas quand c'est écrit comme ça parce que c'est pas mon langage de tous les jours, donc j'ai pas envie de. Enfin, voilà. Bref, petit coup de gueule. Donc cette histoire, j'ai énormément aimé. C'est une histoire qui, donc comme je vous l'ai dit, de deux youtubeurs qui font dans le paranormal. Ils sont à la recherche d'une nouvelle enquête et vont tomber sur une enquête de 1984 où 9 jeunes filles vont être portées disparues et n'être jamais retrouvées dans le petit village de Saint-Joseph. Ils vont s'y rendre, ils vont discuter avec des gens, ils vont se rendre compte que c'est tabou, qu'il y a des choses cachées, qu'il y a une femme, on ne sait pas si elle est vivante ou pas, qui habite dans ce manoir-là. Et du coup, ils vont aller dans ce manoir et puis des choses vont se passer vraiment horribles. Pareil, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pas terrifiant, il n'y avait pas de frisson, mais je suis pas du tout d'accord. À part si vous avez déjà vu vous-même de vos propres yeux la créature qui va se manifester là-dedans, je peux comprendre que vous n'ayez pas de frisson ou pas peur, mais pas dire que ça ne fait pas, il n'y a pas du tout de frisson, il n'y a pas du tout de dimension horrifique, c'est totalement faux. À partir du moment où il y a une créature qui vient des enfers, des trucs démoniaques, des trucs de cannibalisme, pour moi c'est de l'horreur et du frisson, c'est pas du tout des faits et du fantastique. Donc pour moi il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pas besoin d'écrire 500 pages. En 260 pages, on a ce qu'il nous faut pour vivre une enquête paranormale comme on aime regarder sur YouTube. En tout cas, moi, j'adore regarder ça. On a des plans cinématographiques, on a ce qu'il faut, où il faut. Et franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai adoré et j'encourage vraiment l'auteur, donc Antoine Raka et Thibaut Magnard, dont je suis allée voir leur vidéo YouTube, à continuer à écrire d'autres romans de ce style-là, parce que ça fait du bien, tellement c'est léger. C'est un grand souffle d'air, quoi. J'ai adoré, donc franchement, continuez. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin, on va dire le plus dur. J'ai lu Un âne nommé Pilou, donc le 14e tome de Jasmine l'apprentie vétérinaire. Une série toujours que j'aime. Maintenant, je commence à en avoir une bonne collection à la maison. Je les ai pas tous parce que bon, je vais pas tous les acheter. Mais voilà, je crois que j'ai commencé à vraiment les suivre à partir du 10 ou du 9, je crois. Où voilà, j'achète à chaque fois les nouveaux, mais pas les anciens. Donc là, comme d'habitude, Jasmine va être confrontée à un problème avec un animal. Elle va se poser la question de est-ce que je peux le garder, est-ce que je ne vais pas le garder. Elle va en prendre soin. Et évidemment, on va apprendre plein de choses, au même titre qu'elle, sur les animaux. Et donc là, on va parler d'Anne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là. Ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'avec mon mari, plus tard, dans quelques années, quand nous aurons investi les lieux de notre maison avec ma belle-mère, on a 1 hectare de jardin. Et du coup, on s'est dit, sur 1 hectare, il y a vachement la place pour avoir un âne. Chose que mon feu beau-père, quand il était jeune, a eu un âne pour ses 9 ans. Et du coup, j'aimerais énormément que mon fils ait la même enfance que son papy, c'est-à-dire entouré d'animaux. Et donc, j'aimerais beaucoup, plus tard, mettre un âne dans le champ. Et du coup, ça pose la question, hein. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait, on ne le fera pas de suite, parce que il faut savoir dans quoi on s'engage avec un âne.
Et du coup, j'ai adoré cette histoire-là parce que j'ai appris plein de choses sur les ânes. J'ai lu, je me suis dit, tiens, ça, il faut que je le note et tout pour plus tard. Et du coup, même après, ça a donné lieu à une longue conversation avec mon mari. Je lui ai dit, mais on pensait pas, mais en fait, le maréchal Ferrand, il faut qu'il vienne tant de temps, il faut tel brossage, telle brosse. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on n'était pas au courant. Nous, on s'était informés plutôt au niveau de l'espace qu'il lui fallait et de la quantité de nourriture et de paille qu'il lui fallait, mais après des trucs petits, pointilleux comme ça, on n'était pas allé chercher parce que c'était une idée, c'était pas vraiment le projet qu'il fallait concrétiser dans l'année. Mais du coup, ce livre-là, je le garde très précieusement parce que j'ai appris plein de choses. Et aussi pour plus tard, pour Léon, parce que je lui ferai lire, je dis voilà, avant d'avoir un âne, lis ce livre. Et si après l'avoir lu, tu te sens capable de faire tout ce qu'elle fait, bien sûr avec nous, et pas tout seul, pourquoi pas, allons-y quoi, parce que là vraiment elle est confrontée à la question, enfin à ce que je viens de dire, ses parents, est-ce que tu es capable de faire tout ce que l'ancien propriétaire de l'âne faisait? Et voilà, j'aime beaucoup. Et là, ce que je viens de dire, c'est vraiment valable pour tous les autres animaux, hein, que ce soit pour adopter un chat, adopter un chien, s'occuper d'un cochon, s'occuper d'une chèvre, d'un faon, est-ce qu'on peut recueillir des animaux sauvages, etc. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est pour ça que je continue cette série Ad Vitam Aeternam, parce qu'on apprend énormément de choses, et je trouve que c'est une source sûre pour nos enfants, parce que quand par exemple ce sont des animaux sauvages, il y a toujours l'intervention d'une association. Par exemple, il y avait eu sur la chouette, il y a eu la LPO qui a été mentionnée. Sur les hérissons, il y a eu l'association des hérissons, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont intégrées. Et puis j'ai beaucoup aimé. Là, on parle de médiation animale aussi. C'est vrai que j'avais vu ça, et même je l'ai vu faire. Dans des maisons de retraite, on emmenait des ânes pour aller voir nos petits vieux. Et ça leur faisait du bien. On emmène aussi des lapins, on emmène plein d'animaux. Et du coup, j'ai trouvé ça cool qu'on mentionne la médiation animale parce que c'est super important et ça fait vraiment du bien et c'est concret, quoi. Ensuite, le dernier livre que je vous présente, c'est L'école secrète des dragons, le tome 7, le dernier, La bataille des 7 feux. Ce livre-là m'a énormément touchée. Par 2 fois, j'ai eu les larmes aux yeux à cause de cette vieille teigne qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Joyeux. Donc là, on est vraiment sur la bataille des 7 feux. Hein. J'ai pas décroché du roman, vraiment, je l'ai mangé, je l'ai bouffé d'un seul coup. C'était parfait, vraiment. Pour un final, je trouve que c'est parfait, c'est pile ce qu'il fallait. Il fallait rien de plus. Et je vais avoir du mal, je pense, à me replonger dans des histoires de dragons. Là, dans ma page, j'ai le dragon des tempêtes. Donc je l'ai prévu de lire pour décembre, mais nous verrons. J'essaierai de le commencer sans trop penser à l'école secrète des dragons, sans trop avoir d'a priori et sans trop comparer non plus, même si la comparaison chez nous c'est indubitable. Mais voilà, vraiment je tiens à vous le dire, cette série de dragons est vraiment exceptionnelle en 7 tomes. Et en plus ce que j'ai adoré, c'est que les 7 tomes sont sortis en à peine 2 ans, je crois. Donc c'est trop bien d'avoir toute l'histoire entière en 2 ans. Et Saxo, les éditions Saxo sont vraiment géniales pour ça. C'est qu'elles ne perdent pas de temps entre chaque tome. Elles n'attendent pas 1 an à chaque fois entre chaque tome. Là, par exemple, Les Veilles des Ténèbres, les 3 tomes sont sortis cette année. Où je crois que le premier tome est sorti fin d'année. Et là, le tome 3 va sortir là en décembre. Enfin, je trouve ça génial. Les maisons d'édition devraient faire ça plus souvent, sortir tous les tomes. S'ils sont tous en VO, ils sont tous sortis, pourquoi pas les faire tous sortir en français aussi dans la même année, quoi, si c'est possible. Et du coup, ça permet de ne pas avoir trop de laps de temps entre chacun des tomes et de pouvoir vraiment un vrai continuum dans notre lecture entre chacun des tomes. Donc voilà, gros big up aux éditions Saxo. En tout cas, voilà, énorme coup de cœur pour cette série. Ce tome-là était quand même 440 pages, c'est le plus gros de la série. Et ça aussi, c'est une série que je garde très précieusement pour mon fils plus tard. Parce que je pense que ça peut vraiment lui plaire. Comme ça peut plaire à plein d'enfants. Donc voilà, vraiment très gros coup de cœur pour cette série en général. Et un énorme coup de cœur spécialement pour
pour ce 7e tome qui m'a fait vraiment vivre les montagnes russes émotionnelles. C'est rare que j'ai des émotions fortes avec les bouquins, mais celui-ci vraiment m'a fait monter les larmes aux yeux plusieurs fois et m'a fait rire et m'a rendue heureuse et m'a rendue malheureuse et m'a rendue triste. Plein de choses, je suis vraiment passée partout. La colère aussi, vraiment une énorme colère. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Donc voilà pour ce premier E de lecture, que de bonnes lectures. Aucune déception, aucun abandon. Donc voilà, c'était très très bon comme première quinzaine. Et la deuxième quinzaine, nous verrons bien comment ça se passe. Ma pile à lire, j'en suis à 8. Il me reste 8 livres à lire pour le mois de novembre. Donc autant dire que je suis largement. Je me suis même emprunté des bouquins à la bibliothèque, enfin au boulot pour la dernière semaine de novembre, parce que là, selon mes calculs, les 8 livres que j'aurai à lire, j'en ai pour jusqu'au 25 novembre. Donc du coup, après du 25 au 30, il faudra bien que je lise un peu quand même. Donc je me suis pris des petites BD, des petites premières lectures, voilà, un petit peu léger pour finir le mois. Et puis pour décembre, il me restera seulement 23 livres à lire. 23 livres normalement, 25 je pense, parce que dans les 23 livres, j'ai compté les livres que je compte m'offrir fin novembre avec la carte cadeau du boulot que j'aurai pour Noël. Et donc du coup, oui, alors les 23, il y a les livres, mais j'en ai rajouté 2, donc ça, oui c'est ça, ça me fera 25 livres à lire au mois de décembre, ce qui est largement suffisant. Et possible, parce que dans ces 25 livres, j'ai 2 romans de l'avant, j'ai une BD de l'avant et un roman de l'avant, donc c'est un chapitre tous les jours. Et les 23 autres, j'ai je crois 4 BD, donc ça fait 6, 25, ça fait que 19 romans. Et parmi ces romans, il y en a qui sont pas énormes, donc ça devrait le faire. Vraiment, ça devrait le faire. En plus, il y a les vacances de Noël, il y a les vacances si on va partir à Beauval. Enfin voilà. À Beauval, je sais que on regarde. Enfin, quand on part en voyage, on n'est quasiment jamais sur le téléphone et jamais devant la télé. Et donc du coup, par exemple, quand le petit fait la sieste ou le soir ou quoi, vu que généralement on dort dans la même chambre que le petit, et on se couche en même temps que lui. Et donc du coup voilà, à 8h on est au lit et du coup on peut lire, et puis même dans la voiture on va avoir entre 6 et 8 heures de trajet pour aller à Beauval, donc on va avoir de quoi lire dans la voiture aussi, donc franchement voilà, ces 25 livres là ça va vraiment le faire. Et j'ai vraiment pour but le 31 décembre minuit 1er janvier, ma pile à lire est à 0. Parce que j'ai déjà fait ma liste de souhaits pour janvier, février, mars, avril 2026, les précommandes que je veux faire. Donc j'aimerais voilà que maintenant j'ai ce truc de en janvier je vais recevoir 15 livres par exemple, même si je pense pas que ce soit 15, bien que peut-être. Ces 15 livres là, ces 15 livres je les lis au mois de janvier. Et du coup à chaque mois je serai à 0 dans mon idée. Donc voilà, ça serait mieux consommer, du coup, ne plus avoir de pile à lire et consommer directement les livres que j'achète ou que j'emprunte aussi. Bien que là, en vrai, on n'aura pas de nouveautés à la bibliothèque jusqu'en février. Et ça reprendra à partir de février. Et puis tous les autres livres que j'aimerais lire ne seront dispo qu'à partir de mai normalement, parce qu'en fait on a une bibliothèque qui est en train de se construire. Et donc tout un stock a été fait pour cette bibliothèque, mais ce stock-là ne sera disponible au catalogue et du coup à l'emprunt que lorsque la bibliothèque aura ouverte. Donc j'ai déjà toute une liste qui m'attend une fois qu'elle aura ouverte. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me dis j'aimerais mieux consommer, mieux partager mon temps entre ma lecture et ne plus avoir ce stress de me dire il me reste 46 livres, 600 livres à lire. Voilà, bien que ça me fasse un peu peur quand même de me dire j'ai plus rien à lire, non c'est faux, d'autant plus que j'ai découvert Kindle tout simplement, bien que j'ai essayé de lire des livres de 400 pages ou quoi sur Kindle, je n'y arrive pas. Je décroche parce que je ne vois pas le temps passer, je ne vois pas les pages passer, et du coup ça me fait peur. Ça me lasse. Mais par contre, voilà, pour des romans plus courts, des romans auto-édités entre 200 et 300 pages, c'est totalement faisable, donc je n'ai vraiment pas peur de payer cet abonnement. Je sais que j'aurai toujours de quoi lire, même si je n'ai plus de palle physique. J'aurai toujours de quoi lire numériquement avec cet outil-là. Donc voilà.
Écoutez, on se retrouve fin novembre pour savoir le bilan de ces 8 prochains livres que je vais lire. Et du coup peut-être, enfin, les 8 que j'ai prévus, après il y en aura d'autres qui s'ajouteront, comme je vous ai dit, là, les BD et les petites premières lectures. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.